devant tout le monde à notre fête de famille, mon père a levé son verre et a dit, « Soyons honnêtes, personne n'aime la nourriture que tu cuisines. » Maman a ri. 40 membres de la famille sont devenus silencieux. J'ai passé 3 jours à cuisiner pour eux, et cette nuit-là, avec mes mains sentant encore l'ail et l'humiliation, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai pris une décision. 2 semaines plus tard. Le soir de la fête d'anniversaire de ma grand-mère, j'étais debout depuis 3 jours d'affilée. 3 jours à hacher, mijoter, goûter et ajuster. 3 jours de course à 6 heures du matin, et de vaisselle empilée si haut dans l'évier qu'elle touchait presque le placard au-dessus. 3 jours à planifier un menu pour 40 personnes, à trouver les bons ingrédients, à synchroniser chaque plat pour que rien ne refroidisse avant même que ma grand-mère ne s'assoie. Je n'étais pas une chef professionnelle. J'étais juste une femme qui aimait cuisiner, qui avait passé des années à maîtriser en silence le genre de nourriture qui fait que les gens ferment les yeux à la première bouchée. J'avais tout mis dans cette fête. Absolument tout. La table de la salle à manger était magnifique. La nourriture sentait incroyablement bon. Les membres de la famille sont entrés les uns après les autres, et plus de quelques-uns se sont arrêtés au milieu d'une phrase en sentant l'arôme qui s'échappait de la cuisine. Et puis, 10 minutes après le début du dîner, mon père a posé sa fourchette. Il n'a pas crié. Il n'a même pas élevé la voix. Il a juste parlé nonchalamment, de manière conversationnelle, comme s'il commentait la météo. Et il a dit, devant chaque personne à cette table, « Soyons honnêtes, personne n'aime vraiment la nourriture que tu cuisines. » Ma mère a ri. 40 membres de la famille sont devenus silencieux, et je suis resté là, dans mon tablier, tenant une cuillère de service, mes mains sentant encore l'ail et des heures de travail. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir très, très calme. Pas brisé, pas écrasé. Calme, parce qu'à ce moment-là, je ne me suis pas effondré. J'ai pris une décision. 2 semaines plus tard, des inconnus faisaient la queue pour ma nourriture et mes parents l'ont appris, non pas de moi, mais de quelqu'un d'autre entièrement. Voici ce qui s'est passé entre-temps. Mon nom est Reva Callahan, et j'ai grandi dans une maison où la cuisine était la pièce la plus honnête du bâtiment. Tout le reste dans notre maison avait plusieurs facettes. Les performances soignées lors des dîners de famille, la façon dont mes parents naviguaient parmi les proches avec des sourires exercés, les règles tacites sur les sujets interdits et les sentiments qu'il valait mieux laisser dans un tiroir. Mais la cuisine ne mentait jamais. Un plat fonctionnait ou non. Les saveurs chantaient ou tombaient à plat. On ne pouvait pas simuler un bon repas. J'ai commencé à cuisiner à 11 ans. Ma grand-mère, la mère de mon père, la femme que nous célébrions ce soir-là, a été la première à me tendre une cuillère en bois et à me dire d'arrêter de regarder et de commencer à faire. C'était une femme féroce et peu sentimentale dans la plupart des domaines de sa vie. Mais dans la cuisine, elle était patiente. Elle me montrait les choses sans les expliquer, puis me regardait faire des erreurs jusqu'à ce que je comprenne pourquoi l'explication aurait été inutile sans l'expérience. Au lycée, je préparais des dîners complets pour la famille plusieurs soirs par semaine. Non pas parce que quelqu'un me le demandait. Il ne le faisait pas, mais parce que je le voulais, parce que c'était le seul endroit dans la maison où je me sentais complètement capable. Mes parents n'étaient pas du genre à distribuer les compliments comme s'ils étaient gratuits. Mon père, Howard, avait monté une petite entreprise de construction à partir de rien, et il dirigeait notre foyer avec la même efficacité directe qu'il appliquait à tout le reste. Il n'était pas cruel. Pas dans le sens où les gens l'entendent habituellement. Il ne criait pas et ne claquait pas les portes. Mais il avait un don pour minimiser les choses, une phrase par-ci, un rejet par-là. Et ces phrases avaient une façon de rester longtemps après qu'il avait oublié les avoir prononcées. Ma mère, Patricia, était plus douce dans ses manières, mais rarement dans ses effets. Elle avait l'habitude d'être d'accord avec la dernière personne qui avait parlé, ce qui signifiait que lorsque mon père minimisait quelque chose, elle le faisait généralement écho. J'avais appris au fil des ans à ne plus attendre grand-chose de l'un ou l'autre en matière de reconnaissance. Je cuisinais parce que j'aimais cuisiner, pas parce que quelqu'un regardait. Je me disais que c'était suffisant. J'avais un emploi stable de graphiste dans une entreprise de taille moyenne en ville. J'avais un petit appartement à 20 minutes de la maison de mes parents. J'avais une poignée d'amis proches qui venaient régulièrement dîner et repartaient le ventre plein et avec des demandes de recettes. Ma vie était calme et satisfaisante, comme peuvent l'être les vies quand on a appris à cesser de demander des choses qu'on ne recevra pas. Et puis le 80e anniversaire de ma grand-mère est arrivé.
Elle n'avait pas demandé une grande célébration. Elle avait spécifiquement dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas de chichi. Cela a été ignoré, comme toujours, car dans notre famille, un anniversaire marquant n'était pas vraiment à propos de la personne célébrée. Il s'agissait pour tout le monde d'avoir une occasion. La fête était prévue pour un samedi à la fin de l'automne. Mes tantes et oncles viendraient de tout l'État. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années prenaient l'avion. Nous attendions entre 35 et 40 invités, et quelqu'un devait s'occuper de la nourriture. Cette personne, il a été décidé, principalement par ma mère, lors d'un appel téléphonique qui l'a présenté comme une merveilleuse opportunité plutôt qu'une quantité importante de travail non rémunéré, c'était moi. Je n'ai pas objecté. Je voulais le faire. J'ai planifié le menu avec soin. Je voulais que ce soit quelque chose de spécial, pas de traiteur, pas de repas partage, mais vraiment cuisiné avec attention, avec soin. Le genre de repas qui raconte une histoire. J'ai choisi des plats qui prenaient du temps, qui récompensaient la patience, un plat principal rôti lentement, des accompagnements roulés à la main, des desserts faits maison. J'ai vérifié la liste des invités pour les restrictions alimentaires. J'ai acheté le double de ce dont j'avais besoin au cas où quelque chose tournerait mal. J'ai commencé à cuisiner le mercredi avant la fête du samedi. J'étais chez mes parents à 7 heures du matin chacun de ces jours, travaillant jusqu'à tard le soir, puis rentrant chez moi pour dormir quelques heures avant de revenir. Mes mains étaient à vif le vendredi soir. Mes pieds me faisaient mal. Je m'en fichais. J'étais fier de ce que je préparais, et je pense que c'était ça le problème. Les invités sont arrivés comme la famille le fait toujours, par vagues, avec du bruit, du parfum et le chaos particulier des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui jouent la chaleur plutôt que de la ressentir simplement. Mes tantes et oncles sont arrivés les premiers. Bise en l'air, sac cadeau pour ma grand-mère, le circuit habituel de « bonjour, comment vas-tu et tu as l'air magnifique » d'adresser à tout le monde, sauf peut-être aux personnes qui avaient besoin de l'entendre. Mes cousins sont entrés derrière eux, à moitié distraits par leur téléphone, les bras ouverts pour des étreintes, puis se retirant à nouveau. La table de la salle à manger a arrêté les gens net. J'ai vu cela se produire. Cette pause quand quelqu'un franchit une porte et que l'odeur le frappe, et qu'il s'arrête de parler au milieu d'une phrase parce que son cerveau a enregistré quelque chose qui mérite son attention. Une de mes tantes a même couvert sa bouche avec sa main. « Tu as commandé tout ça de l'extérieur » a-t-elle demandé. « C'est elle qui l'a cuisiné » a dit ma mère. Il y a eu un bref regard d'évaluation de haut en bas, le genre qui mesure si une personne correspond à ce qu'elle a apparemment produit. Puis un sourire qui était juste un peu moins que sincère. « Eh bien » a dit ma tante en me tapotant légèrement le bras. « Nous verrons quel goût ça a. » Elle l'a dit comme une blague. Le genre de blague qui a un côté tranchant en dessous. J'ai souri en retour et j'ai dit doucement, « Vous verrez. » Le dîner a commencé une fois que ma grand-mère a été assise et que la première tournée de toast a été faite. Je me tenais près du buffet, gardant les plats remplis, en observant. Oncle Terence, notoirement difficile, un homme qui renvoyait les plats au restaurant par passe-temps, a pris une cuillerée prudente d'un des accompagnements mijotés. 2 minutes plus tard, il est revenu en chercher plus. J'ai surpris une de mes jeunes cousines dire à sa sœur à voix basse que le plat rôti était vraiment bon. Une tante dont j'avais toujours eu un peu peur a établi un contact visuel avec moi de l'autre côté de la table et m'a fait un petit vrai signe de tête. Les gens se sont resservis une deuxième, puis une troisième fois. La conversation a rempli la pièce pendant un bref et fragile moment. Tout semblait se dérouler comme je l'avais espéré. Et puis mon père a posé sa fourchette. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas fait d'annonce. Il a simplement pris son verre, a regardé autour de la table et a parlé du même ton qu'il utilisait pour discuter du trafic du week-end. Eh bien, a-t-il dit, soyons honnêtes, personne n'aime vraiment la nourriture que tu cuisines. La pièce n'est pas devenue silencieuse d'un coup. Elle a trébuché. Un rire quelque part est mort en pleine inspiration. Une conversation s'est terminée sans conclusion. J'ai regardé les expressions changer, se recalibrer. Les gens se tournant vers mon père, puis vers moi, essayant de déterminer la température de la pièce avant de s'engager dans une réaction. Ma mère a ri, de ce son aigu et cassant qui signifiait toujours qu'elle avait décidé d'être d'accord avec celui qui venait de parler. Les gens sont juste polis, a-t-elle ajouté. Quelques bruits gênés ont circulé autour de la table. Pas d'accord, pas de désaccord,
ce bruit social spécifique que les gens font quand ils espèrent activement que quelqu'un d'autre décidera de ce qui se passe en premier. Au bout de la table, une de mes cousines plus silencieuses a dit très doucement, « C'est vraiment bon. » Mon père n'a pas fait de pause. « C'est correct, » a-t-il dit, coupant court à la conversation de l'autre côté de la table. Tout le monde n'a pas de talent. Il a dit talent de la manière dont on dirait un mot dont on a déjà cherché la signification et qu'on a trouvé décevante. Et puis le moment, ce petit moment possible où quelqu'un aurait pu parler, où quelqu'un aurait pu riposter, est passé. Ma cousine a baissé les yeux sur son assiette. La tante qui avait fait le commentaire « Nous verrons » est devenue soudainement absorbée par sa salade. Oncle Terence fixait son verre. Personne n'a dit que ce n'était pas vrai. Personne n'a dit que c'était une chose cruelle à dire. Je me tenais là, une cuillère de service à la main, et j'ai regardé mon père, cet homme qui avait mangé plus de ma nourriture que probablement n'importe qui d'autre, qui s'était assis à ma table plus de fois que je ne pouvais compter. Et j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Il ne parlait pas d'expérience. Il n'avait jamais goûté ma nourriture avec un esprit ouvert. Chaque repas que je lui avais jamais servi avait déjà été jugé avant d'atteindre son assiette. Pas par la saveur, pas par l'effort, pas par aucune mesure honnête, mais par le simple fait que c'était moi qui l'avais fait. J'allais toujours être trop insignifiante pour mériter d'être remarquée. À moins que j'arrête de lui demander de me remarquer. J'ai posé la cuillère de service très soigneusement sur le buffet. Je me suis excusé et j'ai quitté la pièce. Je suis allé à la cuisine, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai respiré. Et puis je me suis lavé le visage à l'évier, je me suis séché les mains sur une serviette propre et je suis retourné pour finir de servir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas dit un seul mot. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de silencieux, de permanent et d'important. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité, que la vaisselle fut lavée et que mes parents furent couchés, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Mes mains sentaient encore légèrement l'ail et les herbes que j'avais utilisées pour le plat principal. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai commencé à construire quelque chose. J'y pensais depuis des mois, en fait. L'idée de porter ma cuisine au-delà de ma propre cuisine. Mais penser à quelque chose et le faire sont séparés par une distance que la plupart des gens ne franchissent jamais. Et pendant longtemps, j'avais laissé cette distance exister. La voix de mon père à table la comblait. Je ne faisais pas cela pour lui prouver quoi que ce soit. Je veux être clair à ce sujet car on me l'a demandé. Je ne le faisais pas par dépit, par vengeance ou par besoin de lui brandir quelque chose au visage. Je le faisais parce que j'en avais fini de demander la permission, à lui, à ma mère, à la tante prudente avec son sourire pincé, à n'importe lequel d'entre eux, de croire que ce que je faisais avait de la valeur. J'ai passé la première nuit à faire des recherches sur les marchés de producteurs et les événements culinaires locaux dans ma ville. J'ai passé la deuxième nuit à me renseigner sur les permis, les réglementations, ce qu'il en coûterait réellement pour installer un petit stand de vendeur. J'ai passé des appels. J'ai envoyé des courriels. J'ai obtenu des informations. Puis j'ai appelé mon ami Tacha, qui travaillait dans la coordination d'événements et me disait depuis 2 ans que je devais faire quelque chose avec ma cuisine, et je lui ai expliqué ce que je prévoyais. Il y a eu une pause au bout du fil. Puis elle a dit, « Reva, oui. Dis-moi ce dont tu as besoin. » En une semaine, Tacha m'a mise en contact avec un marché artisanal de week-end à environ 15 minutes de mon appartement. L'organisateur avait une annulation dans la liste des vendeurs et était prêt à me donner une place d'essai pour une période de 2 semaines. Ce n'était pas une garantie. Ce n'était pas grand-chose. C'était une table pliante, un auvent, un samedi matin et tout ce que je déciderais d'y mettre. J'ai créé un petit menu de 4 articles. Chacun était quelque chose que j'avais peaufiné pendant des années. Chacun était le genre de choses qui ne pouvaient pas être précipitées et ne pouvaient pas être simulées. J'ai calculé les coûts, trouvé les ingrédients, réfléchi à l'emballage. Je suis allé dans un magasin de fournitures pour restaurants et j'ai acheté des contenants et des étiquettes. J'ai conçu une enseigne simple en utilisant mes compétences en conception graphique. Propre, chaleureuse, professionnelle. Le nom que j'ai choisi pour le stand était calme et personnel. La table de Reva. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux au préalable. Je n'ai demandé la permission ou l'opinion de personne.
Je me suis simplement présenté le samedi matin, j'ai installé ma table et j'ai attendu. La première heure a été lente. Je me tenais derrière ma table dans le froid du matin, regardant les gens passer avec leurs sacs en toile et leurs tasses de café, hochant la tête à ceux qui ralentissaient pour regarder. Une femme s'est arrêtée. Elle avait la cinquantaine, un manteau gris soigné, et elle avait l'air de quelqu'un qui avait fréquenté de nombreux marchés et n'était pas facilement impressionné. Elle a pris la petite carte décrivant le plat rôti lentement, l'a lu, puis m'a regardé. « Avez-vous fait cela vous-même à partir de rien ?» J'ai dit, « Je l'ai commencé hier soir. » Elle en a acheté un. Elle est revenue 12 minutes plus tard. « Puis-je en avoir 2 de plus ?» a-t-elle demandé. Un pour ma voisine. Ce fut le premier changement. À midi, une petite foule s'était rassemblée autour de la table. Pas une frénésie, pas une cohue, juste un groupe sincère et constant de personnes goûtant des échantillons, posant des questions et sortant leur portefeuille. Un homme m'a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait mangée sur un marché depuis des années. Un jeune couple a acheté 4 contenants et m'a demandé si je serais là la semaine suivante. Une femme qui dirigeait une entreprise de traiteurs s'est arrêtée, a goûté et m'a tendu sa carte de visite avant de partir sans dire grand-chose d'autre. J'ai tout vendu à 13h30 de l'après-midi. Je me tenais à ma table vide sous le faible soleil d'automne et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la fierté exactement, quelque chose de plus calme et de plus durable que la fierté. Quelque chose qui n'avait besoin d'aucune autre personne pour le confirmer. Je suis revenu le samedi suivant et celui d'après. Le bouche-à-oreille s'est propagé comme il le fait dans ces communautés, de personne à personne, de téléphone à téléphone, un rapide texto à un ami disant « Tu dois essayer cet endroit au marché ». À mon 4e samedi, il y avait une file d'attente avant même que j'ai fini de m'installer. La propriétaire de l'entreprise de traiteurs est revenue, cette fois avec une proposition. Elle avait un événement privé dans 6 semaines, et elle voulait que je m'occupe d'une partie de la nourriture. J'ai dit oui. J'ai embauché un assistant à temps partiel pour m'aider à préparer. Je me suis enregistré comme petite entreprise alimentaire. J'ai ouvert un site web simple avec un formulaire de contact et des photos que j'avais prises moi-même dans ma cuisine. Ma vie, discrètement, méthodiquement et entièrement selon mes propres termes, était en train de changer. C'est ma tante Cheryl qui leur a dit. Tante Cheryl était la sœur de ma mère, une femme que j'avais toujours plus aimée que la plupart de mes proches parce qu'elle avait une franchise qui ne laissait pas de place aux jeux habituels. Elle avait entendu parler du marché par un ami d'un ami, s'était présentée un samedi sans savoir que c'était moi, avait goûté la nourriture, puis avait lu le nom sur l'enseigne. Elle m'a appelé le même après-midi, riant d'incrédulité. « Reva, a-t-elle dit, je viens de manger à ton stand, et je n'avais aucune idée que c'était toi. C'est incroyable. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? » Je lui ai dit que je voulais voir si ça marchait d'abord. Il y a eu une pause, puis doucement, « Ça marche, ma chérie. Ça marche vraiment, vraiment bien. » Elle a dit qu'elle en avait parlé à des gens. Je lui ai demandé de ne pas en faire toute une histoire avec mes parents pour l'instant. Elle a dit qu'elle comprenait mais ne pouvait pas faire de promesses, et je l'ai respectée pour l'avoir dit plutôt que de mentir à ce sujet. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Elle avait apparemment entendu parler de la table de Reva par 2 personnes différentes à son club de lecture avant de faire le lien avec moi. L'une d'elles y allait chaque semaine. Une autre avait passé une commande en gros pour un événement de bureau. Elle m'a appelé et ses premiers mots ont été « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» J'ai réfléchi un instant à ce que je devais dire. Puis j'ai dit « J'avais besoin de savoir si c'était réel sans l'opinion de personne dans la pièce. » Pendant que je réfléchissais à cela, il y a eu un silence. Elle a dit « Eh bien, les gens disent de très bonnes choses. » Je sais, ai-je dit. Mon père a appelé 2 jours après. Son appel a été plus court. Il a dit qu'il avait entendu dire que je faisais quelque chose avec de la nourriture sur un marché. J'ai confirmé que oui, c'était le cas. Il a dit qu'il avait entendu dire que les gens aimaient ça. J'ai dit « Oui, il semble t'aimer. » Il y a eu une pause, puis il a dit de ce même ton plat de bulletin météo « Eh bien, bien. » C'est tout. Aucune reconnaissance du dîner. Aucune reconnaissance de ce qu'il avait dit. Pas de « j'avais tort » ou « je suis désolé ». Juste bien. Je ne m'attendais à rien de différent. Et j'ai réalisé avec un calme qui m'a surprise que je n'avais pas besoin de quelque chose de différent. Je ne faisais pas cela pour la conversation que je pourrais éventuellement avoir avec mon père.
Je le faisais parce que c'était à moi. Le contrat de traiteur privé 6 semaines plus tard a été le genre d'événement qui change la forme des choses. C'était la célébration d'un anniversaire marquant pour une femme nommée Octavia Brennan, 60 ans, le genre de personne qui connaissait tout le monde digne d'être connu dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie locale. L'entreprise de traiteur avec laquelle je m'associais, dirigée par une femme nommée Sandra, avait spécifiquement demandé que mes plats soient au cœur de la partie salée du menu. J'ai passé 2 semaines à me préparer. J'ai testé chaque plat 4 fois. J'ai trouvé des ingrédients auprès de 3 fournisseurs différents pour m'assurer d'avoir la qualité dont j'avais besoin. J'ai embauché 2 personnes pour m'aider le jour de l'événement. La soirée s'est merveilleusement bien déroulée. Octavia Brennan m'a trouvé vers la fin de la soirée, toujours dans mes vêtements de travail de cuisine, et m'a serré la main pendant un long moment. Elle m'a dit que 3 personnes lui avaient demandé d'où venait la nourriture. Elle a dit qu'elle avait donné ma carte à tous ceux qui l'avaient demandé. L'une de ces personnes était la rédactrice en chef d'un magazine de style de vie régional. L'article a été publié 6 semaines plus tard, une pleine page avec des photos dont je ne savais même pas qui les prenait. Le titre était quelque chose comme « Les joyaux cachés de la scène culinaire locale ». Mon nom était dans le premier paragraphe. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant 4 jours. Sandra m'a appelé pour me dire qu'elle voulait officialiser notre arrangement. Un contrat constant, de vrais tarifs, une collaboration permanente. J'ai dit oui. J'ai négocié les termes. J'ai fait examiner le contrat par un avocat, ce que la version de moi-même se tenant dans la cuisine de mes parents avec une cuillère de service n'aurait jamais pensé à faire, et je l'ai signé. Au moment où l'hiver est arrivé, la table de Reva avait une liste d'attente pour les commandes privées. Je n'étais, en aucune mesure, une chef célèbre. Je n'étais pas propriétaire de restaurant. Je n'étais pas riche, pas encore. Mais j'avais construit quelque chose de réel entre un dîner et décembre, à partir de rien d'autre que mes propres compétences. Et la décision prise dans une cuisine, les mains sentant l'ail, le cœur très calme, d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre me dise que je valais quelque chose. Ma grand-mère m'a demandé de venir chez elle pour les fêtes. Un rassemblement plus petit cette fois, la famille immédiate, pas de grande production. J'y suis allé, j'ai apporté de la nourriture parce que bien sûr que je l'ai fait. Mon père était là. Ma mère était là. Une poignée de tantes, d'oncles et de cousins qui avaient été à la fête d'anniversaire étaient là. Et quelque chose était différent. Pas dramatique. Pas une confrontation, un discours ou une répétition si complète qu'elle ressemblait à de la fiction. Juste différent. Oncle Terence, qui avait été la personne la plus sceptique de la pièce lors de la fête d'anniversaire, m'a prise à part avant le dîner. Il était allé au marché. Il avait lu l'article. Il a dit, de la manière réticente d'un homme qui considère la reconnaissance comme une ressource limitée, tu as quelque chose de réel là. La tante qui avait dit nous verrons s'est assise en face de moi au dîner et m'a posé des questions sur le travail de traiteur. Elle voulait savoir si je faisais des réservations privées pour de petits dîners. Je lui ai dit que je développais ce côté de l'entreprise. Ma grand-mère, qui avait mangé dans un silence quasi total à son propre anniversaire pendant que son fils insultait la cuisine de sa fille, a tendu la main sur la table et a couvert la mienne de la sienne. Elle n'a rien dit. Elle l'a juste tenue un moment, puis l'a lâchée. Mon père a mangé son dîner en silence. À un moment donné, il a levé les yeux, a surpris mon regard et a dit « C'est bon ». Il parlait de la nourriture. J'ai dit « Merci ». Ce fut toute la conversation. Et voici la chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi depuis lors. J'avais voulu pendant très longtemps qu'il me voie vraiment. S'asseoir à une table, regarder ce que j'avais fait et ressentir quelque chose, de l'admiration peut-être, ou même simplement du respect. Je l'avais tellement voulu que j'avais cuisiné pour 40 personnes et j'étais resté debout pendant 3 jours en espérant que cette fois serait différente. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est une petite phrase ordinaire à une table de fête. C'est bon et c'était suffisant. Non pas parce que c'était ce que j'avais toujours voulu, mais parce que j'avais cessé d'avoir besoin que ce soit plus. Je n'ai pas quitté mon travail de designer du jour au lendemain. Je suis pragmatique et le chauchement m'a donné de la stabilité pendant que je construisais l'autre chose. Mais 6 mois après la fête d'anniversaire, le côté traiteur avait suffisamment grandi pour que je réduise mes heures à l'entreprise. 1 an plus tard, j'avais complètement changé de voie.
L'article du magazine régional a été suivi d'un reportage dans une newsletter spécialisée dans la gastronomie. La newsletter a été suivie par une petite mais fidèle communauté sur les réseaux sociaux que j'ai bâtie grâce au bouche à oreille et à un contenu simple et honnête. Pas de performance, pas de prétention, juste la nourriture, le processus et occasionnellement l'histoire d'une femme qui a commencé à se prendre au sérieux après que quelqu'un d'important pour elle ait publiquement refusé de le faire. Sandra et moi sommes maintenant partenaires à parts égales dans une entreprise de traiteurs avec une vraie liste de clients et une équipe de 5 personnes. Ma grand-mère est venue à l'un de nos jours de marché au printemps dernier. Elle est arrivée tôt, avant la foule, avec sa canne et son beau manteau, et elle s'est tenue à ma table et à regarder les gens acheter ma nourriture pendant 2 heures sans dire grand-chose. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture à la fin, elle a finalement parlé. Elle a dit, « Je l'ai toujours su. J'avais juste besoin que tu le saches aussi. Je n'ai pleuré que lorsque j'étais dans ma voiture. Ma relation avec mes parents est compliquée et continue, comme ces relations le sont toujours. Mon père n'a pas entièrement reconnu ce qu'il a dit à la fête. Pas de manière directe. Ma mère s'est installée dans une fierté qu'elle porte comme si elle l'avait découverte elle-même. J'ai laissé ces deux choses être ce qu'elles sont. Ce que je sais, c'est ceci. Cette nuit-là, debout dans la cuisine après que tout le monde soit rentré, j'avais un choix. Je pouvais porter ce qu'il avait dit comme la preuve de quelque chose, la preuve que je n'étais pas assez, la preuve qu'essayer était inutile, la preuve que les gens qui étaient censés vous voir étaient autorisés à vous rendre invisible, ou je pouvais le porter comme un commencement. J'ai choisi le commencement. Je pense à la version de moi-même qui a posé cette cuillère de service, s'est dirigée vers la cuisine, a pressé son dos contre le comptoir et a respiré. Elle n'était pas dramatique. Elle n'a pas fait de discours. Elle ne s'est pas effondrée, n'a pas fulminé ni exigé des excuses devant 40 membres de la famille. Elle est juste devenue très silencieuse, puis elle est devenue très lucide. Et cette clarté, ce seul moment calme et certain est devenu le fondement de tout ce qui a suivi. Voici ce que j'ai appris. Les gens qui vous rabaissent en public le font rarement parce qu'ils croient que c'est vrai. Ils le font parce qu'ils ont déjà décidé où vous appartenez dans leur compréhension du monde. Et aucune preuve ne changera une conclusion qui n'a jamais été basée sur des preuves en premier lieu. La seule réponse à cela est d'arrêter de présenter les preuves au mauvais jury. Construisez la chose. Faites-le en silence. Laissez le travail exister dans des espaces où le jugement n'a pas d'histoire, pas d'enjeu, pas d'investissement personnel à vous maintenir petit. Et puis laissez le travail parler. Il parle toujours plus fort que les gens qui essaient de le faire taire. Avant de partir, je veux vous demander quelque chose. Et je veux sincèrement connaître votre réponse. Quelqu'un dans votre propre vie a-t-il déjà rejeté quelque chose pour lequel vous étiez doué? Non pas parce qu'il croyait réellement que vous n'étiez pas capable, mais parce que l'admettre l'obligerait à vous voir différemment. Et qu'avez-vous fait de cela? Laissez-le dans les commentaires.